J'ai pris un sujet qui est à la fois évident et avec lequel on a des difficultés, qui nous est constant quand on travaille l'architecture et que certains architectes dénient, ne veulent pas en parler, qu'on a sans cesse à rappeler ou expliquer aux habitants, aux élus, quand on parle, et quelquefois ça leur est évident, ils comprennent bien, et quelquefois ils disent de quoi parlez-vous. Je veux parler de l'espace. Ce mot espace, c'est un mot assez abstrait. Parfois, quand il y a longtemps, je l'expliquais en disant c'est le vide entre les choses. On me disait mais c'est angoissant ce mot vide, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, je voulais en parler parce que quand on s'intéresse à la question de l'architecture et de l'urbanisme, c'est quelque chose de constant et qui reste toujours une espèce de problème. Là, je vous montre des images comme ça, la butte aux Cailles à gauche, Créteil à droite. Vous voyez, d'un côté, il y a beaucoup plus de noir. Dans l'école traditionnelle que j'ai fait, on appelait ça le pocher. Le pocher, les théoriciens anglais, américains, au milieu du siècle, ont repris cette expression pour parler du pocher urbain. Ça voulait dire tout ce qui est noir, tout ce qui est construit, on le met en noir, et tout ce qui n'est pas construit, le vide, on le met en blanc. Nolli, un architecte italien, avait représenté les villes comme ça. Et on a vu, au XXe siècle, un renversement complet quand on fait ces plans-là. Vous voyez, à droite, c'est après la guerre, c'est le deuxième moitié du XXe siècle. Vous avez évidemment beaucoup plus de blanc que de noir. Et c'est comme ça, c'est universel. Sur toute la Terre, il y a eu un renversement très radical. Ici, vous êtes dans deux banlieues. L'une, à Antony, vous avez les rues et le pavillonnaire et des immeubles. Et à droite, vous êtes à Vigneux et vous avez ce qu'on a appelé après les tours et les bars et les cités. Vous voyez, vous avez une ville des objets. Et aujourd'hui, les villes, c'est d'innombrables accumulations d'objets épars. Et j'ajoute le mot épars. Parce qu'il y a eu une période où les objets, au fond, ils avaient une familiarité, une harmonie entre eux, soit parce qu'ils étaient issus d'une culture où il y avait un type, une typologie qu'on répétait. Mais en général, ce n'était pas tout à fait des objets. Je veux dire la ville de Prague, de Venise, d'Amsterdam, de Paris, de Haussmann, de Venise. Ce ne sont pas des objets, ce sont des corps construits qui sont attachés ensemble, mitoyens. Ça ne donne pas une perception d'objet, ça donne une perception d'une façade. Les Américains appellent ça le street wall, le mur de la rue, la façade. Vous voyez, la façade définit une rue ou une place. Alors vous avez donc aujourd'hui une ville qui est apparue, il y a déjà quand même 50, 60 ans, la ville des objets et la ville des rues. Ce sont deux, vous la saisissez par le vide ou par le plein. C'est assez curieux parce que souvent j'expliquais ça et c'était assez hermétique pour des gens. Ça, c'est un dessin que je fais en 71, quand j'ai commencé à travailler avec Antoine Grimbach sur tout débutant, on était encore quasiment étudiants, travailler sur une voie qui voulait relier plusieurs quartiers à Marne-la-Vallée. Et je voulais montrer qu'il n'y avait plus des voies comme à gauche, dessinées, je crois, par Serlio, mais un décor peut-être type décor de théâtre. La vie publique, elle est dans la rue. Et vous voyez une série d'objets collés les uns aux autres, mais autonomes. Et puis à droite, c'était ce qu'était devenu cette rue, un cordon de circulation fonctionnel et des objets, des grands objets qui le bordent. Donc l'exercice, là maintenant on va plus loin, rue de Rivoli à Paris, Barade à Tijuca à Rio, au centre duquel nous avons construit. Voilà, ici c'est une caricature entre Naples et Shanghai. En fait, bien sûr, il y a eu un grand décret chez Le Corbusier, mort de la rue. Il y a eu aussi un constat plus ou moins valable d'une efficacité meilleure en logeant plus écarté et plus haut. On peut faire mieux. On peut faire mieux pour laisser des jardins.
on n'a pas toujours fait des jardins. On peut faire mieux pour avoir une meilleure densité, et à une certaine échelle, ça devient vrai. Donc il y a beaucoup de villes qui se sont densifiées par ce système moderne, la deuxième ligne, si vous voulez. Vous avez des quartiers de toutes nos villes qui se sont densifiés comme ça, mais ça a commencé avant le mouvement moderne en urbanisme. Ça a commencé déjà à Manhattan avec des bâtiments de grande hauteur. Donc on a des villes toutes différentes. Et ici, je vais passer très vite là-dessus, je voudrais arriver là. Rappel, ça c'est une page de urbanisme de Le Corbusier. Il a titré « La mort de la rue ». Il s'est battu toutes les années 30, toutes ses conférences, il insistait sur le fait qu'il fallait tuer la rue, qui était un corridor, et qui était surtout... Alors il fallait qu'il trouve des arguments. Il lui a d'abord trouvé que ce n'était pas hygiénique, qu'il fallait la peindre en blanc. Ce n'était pas absurde, si vous voulez. Il y avait des rues absolument insalubres dans Paris, il y avait une difficulté à faire passer les voitures, donc ça paraissait tout ça normal. Et j'étais plus jeune, mais je pense qu'au début, quand j'ai commencé à être étudiant, je trouvais ça très bien qu'on imagine. La théorie était qu'à Paris, dans les débuts des années 60, 75% de Paris serait rasé pour élargir les rues, pour construire autrement. On ne le sait plus, mais toutes les rues étaient frappées d'alignement, comme on disait. Ça a été abandonné dans les années 80, assez longtemps, en silence. Donc vous voyez, là-dessus, il compare en noir, là où c'est noir, c'est les rues traditionnelles de la charrette à cheval, et là où c'est plus clair, il met les grandes avenues à voie rapide et ce qu'il appelle non plus des îlots, mais des secteurs. Et ces secteurs, vous y rentrez, maintenant il y en a plein dans le monde, ils n'ont pas forcément un format rectangulaire. On appelle ça maintenant, nous, plutôt des enclaves, souvent, c'est des cités, mais c'est aussi des cités de logistique, de bureaux, des parcs à thème, tout ce que vous voulez, des grandes zones qui ont été offertes au marché. Voilà, une nouvelle ville remplace une autre, c'est-à-dire que moi, je me souviens, adolescent, aller au bord de la ville de Rennes, où j'habitais, voir les HLM monter, et j'avais le sentiment d'un régiment de grands corps blancs géométriques qui venaient menacer, qui venaient conquérir la ville traditionnelle, et c'était au bord des fermes en terre, si vous voulez. Donc il y avait quelque chose d'assez impressionnant, et je trouvais ça bien, moi, que la modernité arrive. Qu'est-ce qu'il voyait, Le Corbusier? Il voyait que la rue assemblait tout, et que c'était archaïque. Vous voyez, j'ai mis en haut la lumière, l'oxygène, les chevaux, les habitats, les arbres, les bureaux, les camelots, les magasins, les garages, les piétons, tout ça. En dessous, il y a les réseaux. Une rue, c'est tout. Et alors, il se disait, évidemment, on ne peut plus penser comme ça, parce qu'il avait vu l'industrie, il avait vu Ford, il avait vu Taylor, l'organisation du travail, c'est voir les performances à atteindre sur tel et tel problème, voir la technique qui y répondra, et lui donner son meilleur champ d'action, si vous voulez. Donc on série les problèmes pour faire une bagnole. Et il y a des tas de métiers qu'il faut assembler. Pour faire une ville, ici, il faut faire pareil. Donc on va déconstruire cette rue. On aura un territoire pour les logis, il appelait ça les logis, pour le travail, pour les commerces, pour l'herbe, pour les arbres, pour les piétons, pour les sports, etc. Et puis pour les voies rapides, les voies lentes, les voies piétonnes, les voies... Tout ça, il serait absurde de s'en moquer, de le critiquer avec... Voilà, c'est une époque immense. Ça a aussi eu... je n'ai pas assez d'images pour faire ici le pour et le contre, mais je veux dire qu'il y a des quartiers beaux qui se sont faits comme ça, et puis, ce serait long à expliquer, mais vous savez, on sait tous que la ville se développe dans le temps, que les évolutions techniques ont été nombreuses. Donc, mon but, ce n'est pas de faire de raconter cette histoire, c'est de sensibiliser à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Qu'est-ce que c'est qu'un espace? Qu'est-ce que c'est de quoi je parle? Parce que ça dirige beaucoup la façon dont on fait l'urbanisme, et parce que, si vous voulez, cette ville des objets, pour toute une génération, dont je suis presque de cette génération, en tout cas quand j'étais tout jeune, ça paraissait évident qu'on ne pouvait faire que comme ça, et que les rues étaient obsolètes. Vous voyez. Alors j'ai fait évidemment un retour par rapport à ça, et j'ai commencé à travailler sur j'y reviendrai. J'ai commencé à travailler, donc je vous en ai parlé, à Marne-la-Vallée, puis j'ai fait quelques projets, et les projets que j'ai commencé à faire dans les années 70, je me suis posé cette question. Comment retrouver quelque chose que je sentais être perdu? L'urbanisme moderne refusait
tout espace concave, refusait de donner dans les villes cette espèce d'intimité que constitue une place ou une rue. Et est-ce que c'était quelque chose d'irrécupérable? Alors je vais faire un très rapide, j'y reviens, très rapide survol en fait en réfléchissant à ce que c'est que la rue. On ne peut pas s'empêcher de dire d'abord ce que nous avons dans notre culture après le néolithique. Nous avons la formation des premières villes autour du bassin méditerranéen. Elles sont des agglomérations de cellules et les principaux modèles, c'est des cellules à patio, c'est-à-dire la maison est une petite enceinte, il n'y a pas de façade, tout s'ouvre à l'intérieur. Les cellules sont agglomérées et on taille des couloirs pour aller d'une cellule à l'autre. Et quand on veut agrandir, on achète un bout de maison à celui qui est là, on lui reconstruit et on fait continuer le couloir plus loin. Les favelas que vous voyez là sont faites un peu sur le même thème, qu'on peut reconstruire, agrandir en reconstruisant. Donc on voit aussi une rue de Fès. Il y a une invention importante, on le sait tous, à Milet. C'est important parce que les historiens de la Grèce, l'historien de Louis Martin de l'urbanisme grec, il ne mentionne pas tellement ça. Il parle des agoras, des temples, etc. L'invention décisive en 500 ou 600 avant Jésus-Christ, c'est le fait de prédéfinir l'espace public de la rue et de viabiliser après, de dire ce qui est public et de dire ce qui est privé. Alors là, ça a pris une forme organisée orthogonale, c'est le lotissement, les Romains ont repris. Ce modèle se transforme sans fin pendant 2000 ans. Ici, vous voyez une vue, je trouve, très fascinante. C'est un peintre au 19e qui était dans un ballon et qui a peint Paris, vu d'en haut. Donc on est au-dessus de Montparnasse à peu près. Et quand on regarde bien, on voit les rues qui allaient dans les champs, dans le 14e, si vous voulez, qui sont devenues des rues. La croissance de la ville, son ADN, c'est la rue. Et la rue, bien, c'est quand la ville n'est pas le centre prédestiné, comment elle s'agrandit? Elle s'agrandit à partir de chemins ou de voiries qui se viabilisent, où il y a de l'argent à gagner en construisant au bord des droits à construire. Donc vous connaissez évidemment cette histoire que j'étais amené à un moment donné à définir ça comme des périodes, ici en disant, écoutez, c'est un âge de la ville à rue qui a duré 2000 ans avec des tas de variations. Vous voyez, ce n'est pas forcément géométrique. Entre Madrid et Barcelone, on voit deux quartiers différents. Et à un moment donné, il y a cette mort de la rue, il y a un Big Bang parce que ça correspond à l'immense choc de l'après-guerre, des milliers de logements, des milliers de sans-abri, des milliers de logements à reconstruire, des mouvements démographiques quasiment de réfugiés qui sont arrivés partout. Et la proposition, elle est industrielle, l'objet standardisé, l'objet que l'on peut répéter. C'est intéressant parce que cette construction, cette reconstruction, elle nous affecte tous. Et ici, à Caen, on a un exemple formidable. Je trouve qu'il y a une belle reconstruction par rapport à d'autres qui ont été faites, où il y a eu une évidente compréhension des traces, des perspectives, des lignes, des vides, si vous voulez, qui étaient ceux du passé. Alors que dans un dessin comme celui-là, vous voyez que la manière de procéder est de raisonner strictement par objet. C'est intéressant de voir en bas le dessin de Le Corbusier, au-dessus Hilbersheimer, qui était quelques années après, ce n'est pas la même date. D'ailleurs, c'est une erreur. La date qui est marquée sur Hilbersheimer, il est tardif, il est plutôt dans les années 30. Le Corbusier appelle sa première ville qui montre comme ça, avec immeubles cruciformes, tous pareils. Il la présente en 1922, il l'appelle la ville sans lieu. Et c'est très fort, très provocatif cette expression. La ville ne peut ne pas avoir de lieu, on peut la mettre où on veut. Et elle ne peut ne pas produire de lieu aussi. C'est la ville pour 3 millions d'habitants. Par rapport à ça, le projet d'Hilbersheimer, il fait une vague, une sorte d'immense avenue. Ça, on y reviendra. C'est aussi l'idée, et chez Le Corbusier, il n'insiste pas sur le vide ou l'espace entre les objets. Il insiste sur les objets et il dit le reste, c'est de la voirie et des parcs. Hilbersheimer dessine une sorte d'avenue qui, évidemment, puisque c'est moderne, va être 1000 fois plus grande. Et c'est quelque chose qu'on a, donc à partir de cette époque-là, autour de toutes les villes, un système de voies rapides va sortir. Si vous voulez, c'est aussi la ville mécanique, c'est la ville qui a pris le sens de la vitesse. C'est intéressant de regarder cette image parce que vous avez le quartier de Hansa Viertel en 1956,
Donc moi, je suis allé là-bas quand j'étais étudiant, voir la Philharmonie de Scharoun qui était en chantier. J'y suis allé peut-être en 63 et je visite ça, qui était un exemple européen. Vous voyez, en haut à gauche, le quartier de Hansa-Viertel à Berlin, avant le bombardement. Après le bombardement, c'est tout rasé. C'était des hôtels particuliers, mitoyens, avec des cours que vous devinez, des jardins et des rues. Après le bombardement, il a été décidé de faire un grand quartier exemplaire. Donc les grands architectes du moment, Alto, Niemeyer, Vago et d'autres, ont été invités à construire et à faire une cité radieuse. Pas Le Corbusier. Ils avaient peut-être peur qu'ils disent que c'est lui le chef, etc. Donc il a souvent été écarté après la guerre. Et ce quartier, c'est un grand parc. C'est pas très riche, c'est pas très extraordinairement entretenu, mais quand on y va, il est resté quelque chose, c'est qu'il y a une densité. Vous voyez beaucoup moins de noir que sur l'image d'en haut. La densité, le nombre d'habitants est plus grand, c'est plus efficace en nombre d'habitants, et tout le monde voit la verdure. Il y a vraiment des arbres. Souvent, ça a été transformé en parking, tous ces espaces entre les bars et les tours. Là, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez, c'était évident qu'il y avait quelque chose de séduisant. Ça paraissait évident que c'était la manière moderne de faire la ville. Donc c'est une manière qui procède par objet, et l'objet, c'est devenu, je ne sais pas, si vous voulez, Baudrillard a écrit un livre là-dessus, Le système des objets. L'objet est devenu la référence absolue au XXe siècle, l'objet de consommation, l'objet qui sort de l'industrie, l'objet qui est fait. Alors que les siècles précédents, on était, par exemple, pour la ville, non pas à poser des objets, mais à mouler, à tailler, à sculpter. À partir d'un certain moment, on a l'objet qui arrive tout fait. Il est décollé du sol. Il est comme l'automobile. Alors vous avez cette ville moulée et taillée, vous avez cet objet industriel, standard, répétitif. Et si vous voulez, les grands icônes, ce sont ces deux maisons, Le Corbusier, la Villa Savoie à Poissy, la Villa Farnworth de Mies van der Rohe, la cité d'habitation, et je mets ici le LEM, l'objet qui est arrivé sur la Lune. Ça nous a fascinés, et il fait partie de toute cette iconographie, si vous voulez, de ce qu'est l'homme dans son expansion, sa conquête, son progrès. Il procède par des objets qui sont des machines. Le Corbusier disait, nous, les premiers dans l'histoire, avons vu la machine. Vous voyez ce qui fascinait la génération. Là, il le disait dans les années 20. Je citerai aussi Apollinaire, qui dit je veux absolument ne jamais cesser d'être émerveillé en voyant une locomotive. Alors, il y a évidemment un trait d'humour là-dedans, mais ça veut dire qu'il y avait ce regard émerveillé d'enfant en face d'un objet mécanique qui bouge. Et c'est quelque chose qui habite les années 20 et 30, ce goût de la vitesse, du déplacement. Donc voilà, je représente ici un plan en Angleterre de développement urbain. Et vous voyez, c'est clair qu'il y a une avenue rapide qui passe. Vous remarquez que les avenues ne sont pas parallèles au sens qui est donné aux objets. Je montre cette image parce que c'est très important à l'époque, si vous voulez. Dans ce refus de l'espace des rues, de l'espace des places, Le Corbusier avait énoncé « il ne faut pas faire d'espace concave ». Il détestait l'idée qu'on ait un espace concave. Alors ça peut paraître quand même un peu fou. Comme dans sa jeunesse, avant la guerre, il a écrit un livre qui a été réédité seulement dans les années 2000, très longtemps après. Je ne sais plus le titre d'ailleurs. La construction des villes, peut-être. C'est un livre qui est tout entier un hommage à Camillo Sitte, le grand urbaniste allemand. Et le livre de Sitte, il est tout entier sur cette perception que les villes, c'est un ensemble de réseaux, d'espaces en creux, ce dont je vous parle quand je vous dis les villes. C'est-à-dire, il dit, par exemple, une place, c'est un salon à ciel ouvert. Donc Le Corbusier trouvait ça formidable. Il fait ça pour critiquer les autorités de La Chaux-de-Fonds, la ville où il a été, parce que cette ville a brûlé, tout a été détruit, elle a été reconstruite par objets, par immeubles séparés, dès les années 20, par des ingénieurs dits hygiénistes, il y avait un courant hygiéniste et sécuritaire allemand.
Et il était, à cette époque-là, je me suis trompé sur la date, je parle de avant-guerre, avant la guerre de 14. Il était très soucieux de ça, et il trouvait que cette ville de la Chaux-de-Fonds, comme ses parents le trouvaient, c'était terrible, cet urbaniste. Donc il était contre. Et il se trouve qu'il travaille en Allemagne, et il se trouve que après la guerre, il dit « J'ai vu l'industrie, j'ai vu les avions, j'ai compris l'industrie américaine, et j'ai vu la révolution russe. Il n'était pas du tout communiste, mais il était impressionné par Lénine sur une chose, la table rase. Pour construire le futur, il faut éradiquer ce qui ressemble au passé. C'est une chose très importante pour lui. Il a dit « Je suis radical ». Il a dit « Je suis radical, j'ai appris ça de Lénine », mais il refusait toutes les idées communistes étaient loin de lui. Il était même plutôt au contraire proche des cercles qui admiraient Mussolini, qui étaient des modernistes. Mais cette idée de la table rase, elle me fait penser, si vous voulez, les fondateurs de religion, les fondateurs de sectes ont besoin de trancher sur avant, il y avait tout faux, et maintenant, vous avez la lumière. Saint Paul avait le même discours. Saint Paul disait Jésus, c'est pas du tout pareil que la Bible et que la religion des Juifs. C'est autre chose. Attention, vous ne trompez pas. Alors qu'à l'époque de Saint Paul, ça se mélangeait, c'était pas clair. Donc il a fondé, si vous voulez, une sorte de doxa, dogme. Et Le Corbusier fait la même chose. Au point que quand il fait le monastère de Ronchamp, que moi j'ai énormément admiré quand j'y suis allé vers, je sais pas, l'âge de 18 ans, une chose m'avait frappé. Et alors là, je me disais, est-ce que c'est si bien que ça? J'étais pas sûr. Eh bien, c'est qu'il a dit, Le Corbusier, moi je ne pouvais pas faire un cloître. Parce qu'un cloître, c'est concave. Et ça, je ne pouvais pas faire une chose comme ça. C'était contraire à... Je retournais dans l'histoire. Donc il a fait, si vous y avez été, vous connaissez ce cloître qui est en forme de croix, qui est une galerie en croix. Et que certains disent, c'est absolument génial, admirable. Non, je ne trouve pas que ça donne l'émotion que représente un cloître. C'est une galerie. Yannis Xenakis a mis un rythme de menuiserie qui donne un sens musical à cela. Et ça donne sa modernité au projet. Mais ce n'est pas une invention qui a été reprise par tout le monde en disant plus jamais des places, plus jamais des cloîtres, si vous voulez. Voilà. Ici, une image qui est le plan du 13e. Quand je vais construire les hautes formes, premier projet important que j'ai fait, qui est en blanc ici, je me trouve devant un quartier. L'urbaniste m'explique que pour être moderne, il a fait tous les immeubles que vous voyez en rouge et en orange. Pas tous, parce qu'il y en a qui sont tordus, qui ont été faits après lui. Mais quand il fait une grande partie du travail, là, il a dit, pour être moderne, je ne peux pas avoir un seul immeuble qui est parallèle aux rues. Et les rues dans le 13e arrondissement de Paris avaient été conservées, on ne pouvait pas tout détruire. C'est une rénovation qui se faisait petit à petit. Et dans la charte d'Athènes, en 1932, l'article 8, c'était « Plus jamais on ne construira un bâtiment aligné au bord d'une rue. » Les rues et les bâtiments, il faut les séparer. Donc il voulait une image jusqu'à un espèce d'infantilisme. Donc il m'explique qu'il a mis deux directions. Il m'a dit, comme ça, je n'ai aucun bâtiment parallèle aux rues, ainsi je suis vraiment moderne. Et c'était tellement naïf, si vous voulez. Je ne me suis pas moqué parce que c'était l'urbaniste. Il était en train de me dire, j'admets votre projet. Et mon projet n'était pas parallèle à ces directions. Donc j'ai dit, ah ben oui, je comprends. Bon. Mais il y a quelque chose de poignant là-dedans. Et j'ai été amené après, je ne pourrais pas le montrer ici, à refaire les bâtiments qui sont en jaune pâle, transformer, détruire l'un d'entre eux, reconstruire, reconsidérer un grand îlot, parce que sur les lieux, ça ne marche pas. Les triangles résiduels qu'il y a entre les avenues et les immeubles sont sales, pas entretenus. C'est des choses qui n'ont pas de logique. C'est intéressant parce que vous voyez, petit à petit, j'ai commencé à faire 3 constructions là-dedans, reprendre cet îlot. On est arrivé à une sorte d'îlot hybride où les tours, les barres ne sont pas désagréables, on a agrandi les balcons. Il y a donc ici, si vous voulez, c'est intéressant et c'est comme ça dans pas mal de villes. À un moment donné, la guerre entre le modèle moderne et le modèle traditionnel a été arrêtée. On a dit fin des hostilités, c'est 1974. Quand je fais le concours des hautes formes, on me dit on va vous laisser libre de penser comme vous voulez. Quand ils nous disent ça aux concurrents. Et donc on a dans beaucoup d'endroits, on a une ville hybride. Et puis dans beaucoup d'endroits, on a une ville qui est toute entière historique, avec les bâtiments au bord des rues. Et puis on a d'immenses périphéries qui sont tout entières, faites d'objets épars, séparés de toute voirie. Alors ça peut paraître très simple ce que je dis, parce que tout le monde dit, bah oui, on le sait, mais je trouve qu'il faut y réfléchir pour savoir comment on se comporte par rapport à ça. Voilà. Quand je commence à travailler en 1974, j'ai ça en tête, avant même de faire les hautes formes,
je me dis, mais comment on peut redonner le sens de l'espace dans toutes les urbanisations nouvelles? Ce qui me frappait, c'est qu'il y avait une perception de l'espace qui était un espace jamais clos, jamais concave. L'idée que c'était fuyant, infini, et c'était des objets et qu'on n'enfermait rien. Du coup, vous connaissez quand même ce genre de périphérie. On s'y perd quelquefois un peu et on n'a pas le sentiment les dimensions sont pas maîtrisées, trop grandes, trop petites, rarement trop petites, généralement trop grandes. Et je me suis intéressé à faire au début simplement un château d'eau à la place d'un nœud routier en proposant un rond-point, parce que je pensais que ce serait un repère dans la ville nouvelle qui apparaîtrait à Marne-la-Vallée. Et puis, pour un concours dans Paris sur la prison de la Roquette, je propose de créer un espèce de jardin primitif, de l'entourer, d'habiter au bord, de rentrer sur les angles. Et à ce moment-là, je dis, au fond, ce sont deux choses. L'un est un totem, l'autre est une clairière, et je dis, c'est topologiquement les deux moyens, les deux modes d'existence que nous avons par rapport à l'espace. Et ça se combine infiniment. Mais pour vous situer dans l'espace, vous êtes près de quelque chose qui est un repère, ou bien vous êtes dans quelque chose, on est dedans ou dehors. Cette chose très simple, c'est ça que j'avais en tête quand j'ai fait le projet que je vous ai montré très vite, là, on ne le voyait pas encore, des hautes formes, où je combine à la fois, alors cette fois, des objets et l'espace. Je fais traverser une rue, et en même temps, je fais des objets séparés où la lumière rentre entre les objets. Alors, c'était une combinaison de ces deux choses. 7 immeubles, 210 familles, une rue, une placette. Voilà, je vais passer vite parce que c'est relativement connu. Mais je me suis trouvé, donc dans ces années 80, en face de ce problème que j'ai très souvent raconté. Je reviens dessus ce soir, parce que je me dis, il est à la fois évident et connu, mais au fond, c'est un problème important. Et quand je discute avec mes amis, collègues, etc., architectes, pour beaucoup, c'est quelque chose dont ils ne veulent pas parler. Je veux dire, par exemple, Rem Koolhaas, il me dit, oui, c'est vrai, l'espace, oui, mais enfin, on n'en parle pas. Zahadid, même chose. Pour eux, si vous voulez, il y a une modernité qui est l'objet, et puis cette idée d'espace et de vide dont je parle, c'est comme si on revenait à la lampe à huile. Quelque part, ils se disent, mais est-ce qu'on peut encore en parler? Or, nous vivons constamment avec ça. On ne peut pas faire le tour de ça. Et je dirais même qu'un architecte qui ne comprend pas que ça, c'est une espèce de base essentielle, il est à côté de la plaque. Et eux-mêmes, je parle de Rem Koolhaas en ce moment, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Guéry, eux-mêmes sont dans ce truc-là. Et je dirais que, c'est un peu long, peut-être, mais en ce sens, nous sommes vraiment déterminés à être des êtres d'espace. Et on a insisté sur le fait que l'homme est un être de langage, c'est sa supériorité. Mais ce qui vous fait que vous avez conscience de vous-même en ce moment, c'est que vous m'écoutez, c'est que vous vous rappelez un coup de téléphone, votre monologue intérieur, le langage compte. Mais il y a une deuxième dimension qui fait que vous avez conscience d'exister, même s'il y avait le silence tout d'un coup, ou si vous faisiez silence en vous-même, c'est que vous êtes assis dans cette salle, vous avez chaud ou froid, vous êtes venu par un certain territoire que vous avez en mémoire. Bref, vous avez une existence en mouvement ou statique dans des espaces. Là, vous êtes dedans, vous êtes claustrophobe ou pas, toutes ces choses-là. Cette sensation d'être dans l'espace, c'est un cerveau presque archaïque, animal, qui nous constitue, qui était le même en gros chez nos ancêtres du néolithique, et que nous avons coutume de l'oublier, et dès qu'on veut être moderne, on l'oublie, et on est pour cet homme moderne. Et cet homme moderne, il n'est pas défini par sa façon de marcher, de regarder, etc. Ça, c'est les médecins qui s'en occupent. Il est défini par la technique des nouveaux moyens d'existence. Donc, on a connu depuis 150 ans l'homme mécanique, la période de la mécanisation, de l'industrie, de la vitesse, je viens d'en parler, des moteurs, du train, de l'avion, etc. Nous sommes cet homme mécanique. Nous sommes déjà un autre homme, celui de l'immatériel, du cyberespace, du Skype, de Internet, etc., qui fait voir, qui fait connaître des endroits du monde où nous n'irons jamais, qui nous donne un rapport à l'espace où le virtuel occupe 80%. Moi, je connais 90% de l'architecture actuelle que je la connais en images. C'est une pitié, je connais très mal. La vérité, c'est qu'il faut y aller avec ses pieds et ses yeux. Et donc, on a un monde qu'on connaît très bien et qu'on connaît très mal.
on est un peu handicapé avec cette histoire-là. Et si on oublie cette fondamentale vérité de l'union du corps et de l'esprit, j'aurais beaucoup d'anecdotes personnelles à raconter là-dessus, ce serait trop long, mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais enlever de notre perception d'architecte. Et d'ailleurs, les habitants nous le rappellent. Quand on a des discussions sur des projets, en général, les habitants ont s'ils ne sont pas pervertis par je ne sais quel... ils ont une perception, et ce qu'ils demandent, ça a trait à cette vie tout à fait réelle. Je dirais même que c'est ce qui, à un moment donné, dans les années après 68, m'a refait renouer avec l'architecture. C'est un travail dans ce sens. Mais je vais accélérer. Ici, c'est pour vous dire, par exemple, qu'à la Villette, il y avait l'ouest et l'est, et que j'ai défini une forme de place dissymétrique qui s'ouvre vers le parc. C'était un parti pris urbain très fort, qui n'était le contraire de ce qui était demandé dans le cahier des charges, qui aujourd'hui vit bien. Vous voyez, on est tout le temps en face de choses comme ça. Et vous voyez, je faisais à la Villette un très grand vide. Je cite ici le projet de Rem Koolhaas quelques années avant le concours de la Cité de la Musique, donc pour le parc. Et c'est pour dire que, vous voyez, quand je dis le totem et la clairière, j'ai l'air de dire, pour faire des espaces, on a des archétypes très anciens et on ne peut pas en changer. Eh bien, l'effort de Rem, c'était de trouver d'autres façons de parler de l'espace. Et ici, c'était intéressant parce que c'est des espaces séquentiels par bande. Vous connaissez sans doute aussi le projet. Il aurait été formidable qu'il soit construit parce qu'on aurait vu comment ça marche réellement. Vous voyez, pas mal de concepts sur le papier se sont avérés marcher plus ou moins bien. Mais je ne vais pas entrer trop là-dedans maintenant, mais pour vous dire, Tchoumi, à sa manière, voulait aussi introduire un autre concept. C'était un parc défini par une trame et non pas des bandes. Ici, Koolhaas au Halles propose un projet aussi où il ne veut pas faire des vides, des parois, etc. Il multiplie les petits totems en disant ils peuvent être à n'importe quelle distance, ils peuvent être n'importe où, comme ça vient par rapport aux commerces qui sont dessous et aux trous qu'il a fait pour éclairer les commerces. Ça marchera toujours, c'est un système de apposition d'objets. C'est le souci de se dire il faut trouver des moyens de faire des espaces qui ne ressemblent pas à ce qui était fait avant. C'est quelquefois riche, quelquefois c'est assez... c'est pas si important. L'important c'est que ça marche, que ça vive bien. C'est pas que ce soit absolument le nouveau truc. Ici, je montre en 79 les premières réflexions sur l'îlot ouvert, où j'essaye de penser des îlots qui ne sont pas avec une périphérie complètement fermée. Pour des tas de raisons, c'était important. Et c'est ce que je développe en 88 à Atlampol, pour une grande ville qui était projetée sur 4 km, une ville de la connaissance. Comme c'est un peu connu, je ne vais pas revenir, mais vous voyez, j'expliquais à l'époque que la rue, qui est très belle, les rues que j'appelle ici, c'est dans une exposition au Japon à l'époque, c'est pour ça que c'est en anglais, mais les rues haussmanniennes sont fermées. À gauche, il y a l'open planning, où les objets du système moderne, les objets libres. Et je disais, on peut faire des rues ouvertes, on peut faire des objets, comme dans cette ville scientifique que je devais faire. Il y a une grande mixité, il y a des laboratoires, il y a des logements, il y a des bureaux, il y a toutes sortes de choses. Je me disais, les architectes viennent avec leurs projets, on peut les assembler dans des îlots. Ils ont 4 façades, 5 façades, ils peuvent prendre leurs fenêtres dans tous les sens. Donc ils auront une qualité. Mais on retrouvera la rue. Et pourquoi je tiens à la rue? Parce qu'elle est la forme du futur, elle a une modernité incroyable. Et oui, parce que c'est une forme unitaire. La rue qui a été combattue, on peut y réfléchir. J'ai sorti un livre qui s'appelle Les dessins et les jours au printemps dernier, qui revient sur toutes les fabrications de projets dans un ordre chronologique, avec les dessins surtout, pas tellement les constructions qui sont rapidement montrées. Et je m'aperçois que j'ai toujours fait des traversées, des rues. Je reviens sur ce thème de la rue dedans. Donc là, ce sont des projets de cette époque des années 80 où j'ai proposé des rues et des avenues. Vous voyez, par exemple, à Aix, les maires successifs d'Aix, depuis ce concours qui avait eu lieu en 89, me disent on a raté votre projet. Alors, ça ne me rend pas fier et heureux. Je veux simplement dire que l'architecte qui a gagné à cette époque-là, il leur a vendu un truc qui est comme quoi une petite rue médiévale allait se continuer. Aujourd'hui, si vous allez à Aix, dans ce quartier-là, qui prolonge le cours Mirabeau, c'est très compliqué. On ne s'y retrouve pas. Et il y avait un moyen simple de travailler, c'était de dire le cours Mirabeau, il a une nouvelle version fin du XXe siècle, il peut se développer. Et c'est quelquefois, je sais que, si vous voulez,
les architectes, les urbanistes qui ont conseillé le maire à cette époque-là, ils avaient l'impression que c'était trop évident de reprendre quelque chose qui avait commencé au XVIe et qui continue au XVIIIe, de reprendre ça. Ils avaient l'impression que ça ne pouvait pas être moderne, que c'était et qu'il fallait une. Alors c'est Boïgas qui leur a dit, mais je vous propose un chemin médiéval, et c'est illisible. Et pourtant Boïgas a été un grand urbaniste à Barcelone. Donc vous voyez, on peut tous. Alors ça, c'est une image du quartier des Grands Moulins à Masséna, où j'ai eu à faire dans le concours qui était organisé en 94, le quartier d'Îlot Ouvert. Et alors, vous voyez, j'appelle ça un grain de la ville. Je représentais à l'époque du concours, d'après le plan, une série de rues. Bon, dans ce plan que je proposais, il n'y avait pas un plan masse. Dans chaque îlot, je donnais une règle qu'on pouvait ouvrir, on devait ouvrir sur 30% l'îlot, et que les architectes étaient libres de leur plan. Ce qui fait que la maquette qu'on a montrée comme ça, j'ai dit, c'est une possibilité parmi des milliards. On sait, et quand on compare au plan final, effectivement, tout ça c'est fait comme ça. Et donc ça, c'était une rue pour montrer qu'elle n'est jamais pareille, selon les cas et les immeubles, mais qu'elle est toujours dans un certain caractère, une certaine musique, qui est faite de cette succession de plein et de vide. Donc on voit ici l'évolution dans le temps de différents morceaux, et les rues effectivement construites. Vous voyez Beckmann, Françoise NTP, Marie-Hélène Badia, sur les architectes qui ont construit sur les bords. Une autre chose que j'ai essayé là, c'est de répondre à une deuxième difficulté. Dans ces objets épars du monde moderne, ben, ces objets épars, ils ont été pendant très longtemps des objets assez standards. L'après-guerre, ces objets sont des bars et des tours, et il y a comme c'est standard, on trouve une répétition. Ça peut être calme, et je regardais tout à l'heure dans Caen, on retrouve ces immeubles qui se retrouvent, c'est sur pilotis, mais avec des commerces à rez-de-chaussée, et ça marche bien. Il y a une sorte de calme qui vient de la répétition qui se fait à distance. Et dans les années 70, les grands travaux financés par la Caisse des dépôts sont réduits en dimension. On est passé d'opérations de 1000 à 500 logements, des opérations de 50 logements. Ce sont les privés qui ont fait. Il y a eu un désarroi, et toutes sortes de possibilités se sont ouvertes. On a une ville que les architectes ont facilement appelée le chaos. Et je me souviens d'un colloque au Japon, quand on a construit là-bas. On avait un colloque après, tout le monde disait il faut faire des objets forts dans le chaos urbain et ne plus faire d'urbanisme. Le chaos, c'était les périphéries. Et pourquoi le chaos? Parce qu'il y avait toutes sortes de propositions de matières, de formes, de styles, plus ou moins. Dans les villes nouvelles, c'est l'époque la pire, où vous avez des essais néo-villageois, néo-haussmanniens, un peu Miami. Vous avez toutes sortes de propositions. Les urbanistes étaient perdus, détestaient évidemment comment faire. Ils voulaient des architectes qui respectent. Et je pensais, en faisant ce quartier ici, que ce n'était pas en disant tout le monde sera gris et blanc et tout le monde à 22 mètres qu'on allait créer un quartier vivant. On pourrait juste équarrir et faire une espèce de règle minimaliste, mais ce serait ennuyeux. Cet ennui, il existe quand même dans beaucoup de quartiers qui sont faits aujourd'hui, pas partout. Mais j'étais à Bâle, j'ai vu le centre Novartis, par exemple, fait par Lampugnani. C'est que des volumes similaires. Chaque volume est bien fait. Il n'y a que des très bons architectes qui ont fait chacun leur bureau. Et la totalité, c'est comme une bibliothèque bien rangée, est une chose qui est presque repoussante, qui est presque sévère, c'est dur comme forme de ville, si vous voulez. Ça, c'est l'ordre parfait. Donc, ici, avec l'îlot ouvert, je donne la possibilité qu'il y a des aléatoires, qu'il y a des choses inconnues qui se produisent, qu'il y a des rapprochements, et je n'ai pas voulu imposer un style, une couleur aux architectes. Ils sont venus avec leurs propositions, on a fait des ateliers par morceaux, pour voir s'il n'y avait pas de problème d'accord, mais s'il y avait une richesse. Et ça donne des jardins qui ont des vues vers le lointain, ça donne des ouvertures. Moi, je vais passer sur Montpellier, parce qu'il y a trop de choses ici. Montpellier, c'est un peu l'autre chose, c'est une ville à la campagne, c'est des îlots dans une sorte de grand parc. Et ici, ces images-là, je les ai collectées ici très vite. C'est pour dire que pendant qu'on faisait le mouvement moderne, il y a eu aussi, par exemple ici à Berlin, à Stalinallee, il y a eu à Bucarest, à Berlin, les refus néo-staliniens de ce mouvement
moderne en urbanisme, qui était considérée comme l'idéologie capitaliste, et donc retrouver ou garder le sens de la symétrie, mais plus grand, puisque ça doit être moderne. Et ce n'est pas des endroits très faciles. Quand l'enfant fait la capitale de Washington, pareil, il se dit c'est une capitale, je fais très grand. Et les avenues depuis cette création, sont très larges, et vous n'avez jamais ce sens urbain que vous pouvez avoir à Manhattan ou même dans certains endroits de Chicago. Il y a une sorte de surévaluation, on la retrouve à Brasilia, où la distance est phénoménale. On la retrouve à Chandigarh, dans le centre. Il y a quelque chose qui, du XVIIIe au XXe siècle, dès qu'on veut faire une ville qui a une ambition de capitale, on fait des choses démesurées. Le ciel compte plus et on est perdu. Alors cette question de mesure, si vous voulez, c'est pour vous dire à quel point c'est important cette histoire du vide. C'est pas seulement, c'est quelque chose que nous devons travailler. Et alors, Elisabeth me faisait remarquer tout à l'heure que quand je disais le mot vide, et c'est vrai, pendant les conférences dans les années 80, les gens venaient me voir après en me disant « Mais on ne comprend pas de quoi vous parlez, cette histoire de vide, c'est angoissant ce mot. » Et donc à cette époque-là, dans les années 80, je lis le Tao Te Ching, je lis Lao Tse et je vois cette phrase qui est très célèbre. Lao Tse écrit « Ma maison, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le sol, ce n'est pas le toit, mais c'est le vide entre ces choses parce que c'est là que j'habite. » Et alors après, les gens venaient me dire ah, « c'est bien, Lao Tse, on a compris, etc. » Le coup de Lao Tse, c'est qu'il ne donne pas une définition abstraite, il décrit une expérience que nous avons tous. On a une chambre et il y a un toit, il y a des murs, vous voyez, et ce vide, pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'en général, la pulsion scopique, ce qu'on regarde, c'est les lignes, les objets, les visages. On regarde les chiffres, on regarde ce qui est écrit. Et le vide, l'espace, c'est pas ça, c'est une distance. Il n'y a rien à voir. Donc certains ne le voient pas. Or, cette distance, cet espace que nous ne voyons pas, nous y habitons, elle est déterminante dans notre relation et dans notre vie, plus que les objets que nous voyons. Alors ici, je vous montre très vite un problème où ça s'est posé de façon très cruciale, c'est quand on a fait le concours de Casart à Casablanca sur la place Mohamed V, une place qui a été faite il y a un siècle par Lyotet, dont vous voyez à droite en haut les bâtiments faits, le palais de justice et la Wilaya, ce sont des très beaux bâtiments. Et sur cette grande place symétrique et axée, il fallait faire sur le quatrième côté, qui est en haut du plan, un théâtre. Donc les concurrents étaient tous absolument perplexes, et moi aussi. Comment faire de façon contemporaine, d'une place tellement axée, faire un bâtiment qui ne soit pas pompier, parce que si on fait une symétrie, si on répond à ça, on est pris dans un ordre qui nous dépasse, et au fond, quoi qu'on raisonne, on sent que ce n'est pas notre époque. Voilà. Donc je l'ai fait, je suis parti à un moment donné de l'idée que dans le programme, il parlait d'une médina culturelle, et que je l'ai pensé, comme c'est très souvent j'ai fait un système d'objets. J'ai joué ça assez souvent, et donc il y a une série de pavillons. Mais là, je vous montre le projet de Rem Koolhaas, et il me dit, moi je ne sais pas faire le côté d'une place, donc il a mis son bâtiment sur la place au milieu, et il laisse le terrain en vert, il laisse non construit. Vous voyez, c'est très paradoxal. Évidemment, c'était une négation d'une histoire, celle de la place, et Zaha Hadid fait une sorte de dragon dont la queue occupe la place, et elle tourne le dos à la place. C'est vous dire qu'il y avait, chez beaucoup d'architectes, Franck Gehry a fait une paroisse simple au bord de la place et des coques au-dessus. Donc il était plus dans les mêmes lignes que moi et Mécano, qui avait aussi fait un projet. C'est vous dire que pour les architectes, cette question-là du vide, de l'espace, pour beaucoup, c'est un problème qu'ils se posent d'une façon rhétorique au nom d'une idée de ce qu'est l'histoire moderne, parce que cette histoire moderne a été fascinante, a été magnifique, elle devient une sorte de Bible, de doxa, qu'on ne peut pas toucher. Donc voilà le bâtiment qui, au centre, a une grande porte, cette grande porte pouvant devenir une scène extérieure pour des représentations pour 7000 personnes. Et à l'intérieur, il y a toute une galerie de transition qui mène dans les théâtres. Je ne vous le montre pas longtemps parce qu'on a peu de temps, mais c'est en chantier actuellement. Et très vite, vous voyez, je rassemble ces trucs parce que je me suis dit, ce problème du plein et du vide,
et du plein urbain et du vide intérieur, etc., il s'est reposé tout le temps dans le travail. Et je l'ai pris en n'ayant jamais cette idée qu'il y avait un dogme, ni que la modernité était la seule voie pour cela, ni que le passé était un territoire interdit à regarder pour voir ce qu'on peut faire. Et ici, sur une place triangulaire, dans le concours pour la Philharmonie du Luxembourg, je propose que l'objet soit au milieu de la place, mais c'était demandé comme localisation. Et alors là, c'est pas dans le bon sens. Si, bon, c'est juste pour dire qu'il est au milieu, pour dire que c'est une autre stratégie. Quelquefois, sur des projets, on est amené à être au milieu. C'est ici le cas à Luxembourg. C'est le cas dans ce café Guéry, mais l'image ne le montre pas du tout. Il est un peu au milieu d'une vallée urbaine, à Bilbao. À Porto, je n'ai pas vu le bâtiment, donc je ne peux pas en parler. Je ne suis pas allé. Je dis simplement, il a assumé de faire un objet au milieu d'un espace, dont je ne sais pas si cet espace fonctionne vraiment comme une place. Mais ce sont des exemples que nous avons qui valent la peine d'être regardés, d'être analysés. Parce que si on analyse et on comprend tous ces cas, tous ces exemples, comme architecte, comme urbaniste, si vous voulez, on sera un peu plus prudent. Je pense que c'est une des choses quand même essentielles quand on fait quelque chose. On a toujours un environnement, et moi je dis que je veux faire espace. Je pense qu'il faut faire avec ce qui est là pour continuer et quelquefois donner une qualité neuve. Souvent on donne une qualité neuve parce qu'on apporte. On peut complètement réorienter à partir de ce qu'on apporte, mais on le fait avec ce qui est là. Et ce qui est là, ça peut être moche, ça peut être beau, ça peut être difficile, ça peut être très simple. C'est jamais très simple en fait si on y pense. Donc voilà, à Luxembourg, ça montre que ça fait comme ça. L'idée qu'on fasse le tour a donné lieu à tout un travail intérieur, parce que, vous savez, dans les théâtres et les salles de musique, il y a un côté arrière qui sont les scènes, et c'est difficile que ce ne soit pas un espace technique. Je suis arrivé à mettre l'espace technique au-dessous, à faire un foyer qui fait tout le tour. Donc à l'intérieur, même, je ne sais pas si on a mis l'intérieur ici dans cette... Enfin, vous pouvez le deviner, il y a un grand péristyle qui fait tout le tour. C'est ce qui est spectaculaire quand on entre. Il y a ce filtre, si vous voulez, qui fait qu'on ne voit pas tout à fait dehors. On a une lumière intérieure dans ce projet. Et la galerie qui fait le tour est la clé du truc. Là, ils ont mis les salles, mais on n'a pas mis la galerie. Mais c'est parce que sinon, on n'avait pas le temps. Je voulais montrer, dans ce travail sur le vide et le creux, ça, c'est des dessins. Quand j'étais étudiant, j'étais fasciné par l'opposition entre la géométrie et la non-géométrie, entre la nature, qui nous offre des formes toujours libres, et la construction humaine, qui est le rectangle, le carré. J'ai été fasciné par les récits de Le Corbusier, qui, alors en 1906, je crois, je ne sais plus très bien, dans son voyage avec son copain, il passe 3 semaines à Athènes en allant tous les jours au Parthénon. Il a dit que c'était une commotion. Il a dit le mot commotion, un choc. Tout allait changer pour moi, dit-il. Il est ému par la géométrie par rapport au rocher, à la nature. Il est ému par ce rapport. Dans sa tête, si vous voulez, qu'une chose évidente, c'est que la géométrie grecque, c'est l'affirmation de la présence de l'homme par rapport à la nature qui est irrégulière. Il y a une sorte de symbole poétique qui est de tous les temps, qui a toujours existé, si vous voulez, et qui va le faire, lui, se débarrasser complètement de la fin du XIXe siècle, de l'Art Nouveau, de tout ça. L'Art Nouveau qui cherchait des fleurs, qui cherchait à cacher la technique, si vous voulez. Après le Parthénon, Le Corbusier fait un geste fort, et dans son livre Vers une architecture, il met, allez regarder à nouveau cette page, elle est forte, il y a le Parthénon, et en dessous il y a une Daimler-Benz, ou je ne sais plus, une bagnole de l'époque. Belle carrosserie, moteur. La voiture, le Parthénon. Il dit, vous voyez, c'est ça, les grands icônes de la beauté. Et il veut dire que la technique, Loos avait commencé à le dire un peu avant lui, la technique peut être belle, l'objet utile peut être beau, alors que avant on pensait que le beau ne pouvait être qu'un ajout. On a demandé à Eiffel d'ajouter un arc sous la tour Eiffel. Vous croyez que cet arc il sert à quelque chose pour la construction? Non. On lui a dit, rencontrez monsieur l'architecte machin, il va voir avec vous comment votre objet peut être beau, pour être acceptable dans Paris. Et Eiffel a accepté l'arc, il a eu raison. Et s'il avait été buté, il n'y aurait pas de tour Eiffel. Et on s'en fout qu'il y ait un arc. Et on le trouve très beau. Mais c'est intéressant de réfléchir au fait que c'est un objet totalement impur. Vous voyez, Le Corbusier n'aurait pas pu le montrer en exemple, sinon il l'aurait fait. Ce n'est pas un objet, si vous voulez, moderne en ce sens. Bon, alors là, je m'intéressais au rapport entre l'irrégulier et le régulier. Et puis,
En haut à gauche, c'est des briques à six trous cylindriques que je sculptais quand j'étais étudiant, lycéen. J'allais dans une briqueterie, je prenais des briques molles, je creusais dedans. Ça m'intéressait beaucoup de faire des cavités rondes, creuses, de forme indéfinie par rapport à la rigueur de l'enveloppe extérieure. Je me suis intéressé à ce truc, et à tel point que c'est devenu le thème de pas mal de projets dans les années 2000. Si vous voulez, je passais un petit peu de l'îlot ouvert à une sorte d'îlot en 3 dimensions. Et j'ai commencé à travailler ça. Un projet que nous avons fait avec Elisabeth sur la bibliothèque de Montréal, j'ai introduit ce thème de sortes de poissons qui sont dans un aquarium. C'était les 4 parties du programme. Et Elisabeth travaillait sur tout l'espace extérieur-intérieur qui pénétrait et traversait cet équipement qui devait être ouvert 24 heures sur 24. Donc c'est une sorte de grand forum agora. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce rapport opposé, si vous voulez, entre l'intérieur et l'extérieur. Je l'ai fait pour plusieurs autres projets dans cette époque-là. Je le montre parce que c'est à la fois de l'architecture intérieure, c'est en même temps un moyen de répondre dans un environnement urbain par un objet qui a une sorte de force intrinsèque, alors que, si vous voulez, dans beaucoup d'environnements urbains des années 70-80, j'ai fait des systèmes d'objets, comme à la Cité de la Musique, j'ai fait des objets qui en font un ensemble. Et là, dans certains cas, parce que c'était nécessaire, j'arrive à un seul objet, mais qui contient un pluriel. Il est singulier, il est unique, mais dedans, il y a toute une richesse. Alors, c'est le cas du musée Hergé, qui est fait de 5 formes intérieures, où il y a les différents chapitres de la muséographie faite par Jo Svarte, des dessins de Hergé. Et on pénètre dans un univers un peu comme on pénétrerait dans une bande dessinée. On s'aperçoit que ce que l'on a vu dehors, c'est un intérieur en volume. Et donc on est dans des volumes. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a une sorte de simplicité très unique, unifiée et simple à l'extérieur, et une richesse intérieure. Et quand me suis retrouvé à Rio, sur un site autour d'une ville difficile, c'est une partie de la ville qui s'est urbanisée très très vite, où il y a des condominiums, des cités fermées, il n'y a pas de rue, il y a 2 grands axes de voies rapides et un grand carrefour qui est en blanc ici sur cette image, qui est le croisement de ces 2 voies rapides où il ne se passe rien, où il ne se passait rien. Quand on était sur ce terrain, il n'y avait que le bruit des voitures, des embouteillages. Ce que vous voyez après, c'est que d'un côté, il y a tous les centres commerciaux et des lagunes qui ont été très bien préservées, et de l'autre côté, il y a des immeubles, parfois de bureaux, souvent d'habitations, et même des quartiers de maisons, mais pas de rue. On entre par une entrée avec une carte à puce, il y a une sorte de douane, et dans pas mal de ces quartiers, il y a des vigiles, il y a une petite équipe de police intérieure, si vous voulez. Donc c'est redoutable parce qu'on se demande comment on pourra transformer ça. Sur 14 km, il n'y a pas de rue, il y a ces grosses avenues parallèles. On est à 500 mètres de la mer, qui a une longue plage de 14 km. Bref, je trouvais terrible cet endroit difficile, mais je me suis dit, ça appartient à la ville, c'est quand même... Et le maire me dit, je voudrais un symbole public au milieu de tout cela et faire un jardin. Donc on avait le projet de faire un jardin. Donc en bas, vous voyez des maquettes de travail qui sont déjà sur cette idée qu'on pourrait creuser un volume extérieur simple. Et on voit dans un des schémas que l'idée est venue assez vite de surélever, parce que je me suis aperçu sur le terrain, il y avait une sorte de butte. Je me suis aperçu que montant sur cette butte, tout d'un coup, on voyait la mer, les lagunes, les montagnes. On se retrouvait dans la ville et que c'était indispensable de faire monter le public à 10 mètres de haut. Après, c'est un travail progressif de passer d'un bâtiment qui serait, comme dans ces maquettes, un grand parallélépipède posé sur une centaine de piliers, pour arriver à décider que ce seraient des voiles qui partiraient du sol. C'est marrant parce que ces dessins-là, qui étaient décisifs, ils sont venus dans l'avion qui me menait de Luxembourg à Berlin, où je retrouvais Elisabeth, nous finissions l'ambassade, et c'est dans l'avion que j'ai fait qu'est venue l'idée que ces grands voiles qui allaient protéger les salles pourraient partir du sol et s'écarter. Donc là, je n'ai pas respecté. Quand on a une bonne idée et qu'on se dit je vais l'appliquer, ça ne marche jamais.
L'idée peut être un point de départ, mais un projet, après, pour 1000 raisons, il va évoluer. Et là, petit à petit, en réfléchissant à la construction, le maire voulait aller très vite. Les volumes, je les ai constitués par des voiles incurvées, légèrement incurvées, qui contiennent les salles et qui sont traversées par cette dalle-là à 10 mètres et une dalle au-dessus à 30 mètres. Ces volumes donnaient une certaine douceur et une souplesse au bâtiment sans être compliqués à construire. Ils sont des voiles verticaux, il fallait être simple et rapide. Alors ça, c'était les premières représentations en volume. Juste après ces croquis, on commençait à travailler avec le petit logiciel Rhinocéros. Et ça, c'est un travail sur la salle que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est voilà une vue du jardin. Alors, la vie aujourd'hui n'est pas comme on voudrait. La mairie n'a pas voulu donner d'argent à ce projet. Le maire qui est là est l'adversaire passionné du prédécesseur qui avait lancé le projet. J'espère que le prochain maire ne sera pas comme ça, mais il y a un directeur qui fait tourner, mais avec pas d'argent. Donc, certains soirs, il y a un beau concert, mais il ne peut pas entretenir le jardin. Enfin, c'est, pour le moment, très dommage. Je vous passe tout cela vite. Mais il y a eu, et il peut y avoir, des très belles fêtes, comme ici, une fête sur la rencontre entre la musique noire des États-Unis et la samba et la bossa nova qui a eu lieu il y a quelques temps, et où ils avaient utilisé le bâtiment avec des projections sur les parois, avec des couleurs. On sentait que les formes, et que vous avez deviné quand j'ai montré, où il y a à la fois des intérieurs et des extérieurs, où ça cadre le paysage, toutes ces formes donnent lieu à des possibilités de vie et de spectacle qui sont assez belles. Merci. Merci Christian. Peut-être prendre juste je vais juste te poser une question et puis ensuite on passe à la conférence d'Elisabeth, parce que j'étais frappé que dans tout ce que tu as dit, tu as parlé de plein, de vide, d'espace, etc. Jamais, me semble-t-il, je peux m'être trompé, jamais le mot contexte n'est apparu. Or, on sait très bien que pour les architectes, la question du contexte est fondamentale. D'ailleurs, en creux, tu as parlé du contexte, bien sûr, au travers de tous ces mots. On a eu une architecte ici, il y a juste une semaine, Corinne Vezzoni, qui, justement, par rapport à cette question du contexte, a présenté ses projets en deux parties. Ceux qui s'opposent au contexte, et elle appelle ça l'affrontomorphie, et ceux qui, au contraire, n'ont pas besoin de s'opposer au contexte, et elle appelle ça l'homomorphie, c'est-à-dire se mettre un petit peu, se fondre dans ce contexte. Donc juste, peut-être en quelques mots, ta position par rapport au contexte. Mais je crois que j'en ai parlé beaucoup, parce que j'ai dit à un moment donné, on est toujours en relation, et ce que nous apportons peut changer, ou doit transformer ce qui est là. J'ai dit ça, mais j'ai pas dit le mot contexte. Mais pas une fois, je crois pas. Non, tu as raison, je l'ai pas dit, mais j'ai rien contre ce mot. Je pense que le slogan Fuck contexte de Rem, moi j'admire beaucoup Rem, mais il est paradoxal, il est dangereux dans sa façon de communiquer. Je le connais très bien, Elisabeth aussi. Fuck contexte, c'était pour provoquer, c'est la communication forte, ça a fait un émoi dans les écoles, tous les étudiants ont trouvé que ça c'était courageux et formidable, et c'est évidemment, ça n'a pas de sens. Donc quand on lui dit maintenant, et lui-même n'a jamais fait vraiment ça, il n'a jamais ignoré, ou dans les bons projets qu'il a fait, il est vraiment dans une réflexion avec ce qui est là, et ce que ça peut apporter. Mais c'est une évidence qu'on ne peut pas... Alors, si vous voulez, lui... Il faisait ça par rapport... Je vous ai parlé de la ville de Le Corbusier qui s'appelle la ville sans lieu. Et j'ai réfléchi sur ce titre que personne n'avait remarqué. Je dis à Jean-Louis Cohen, qui est bien plus que moi un spécialiste historien de toute l'œuvre de Corbu, et je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles le sous-titre que Le Corbusier donne à son projet qu'il expose au Salon des Arts Décoratifs en 22 ? Il me dit, ben oui, la ville de 3 millions d'habitants. Je lui dis, non, c'est marqué, la ville sans lieu. Et je dis que c'est devenu une espèce d'axe de la pensée des modernes, jamais tout à fait dit, et pas de tous les modernes.
Alto aurait dit non, je ne suis pas comme ça. Mais il y avait un certain axe de la pensée, pas forcément des architectes connus, mais qui est le futur, il se construit avec le programme, les besoins, les grands nombres exigent cela, et on ne peut pas se soucier des lieux de l'existant. Donc la table rase dont je vous ai parlé, le plan voisin, tout ça, donc l'élimination du lieu. Et en faisant fuck contexte, en disant ça dans les années 90, il ne faisait que rappeler une espèce d'axe qui n'était justement plus du tout, à ce moment-là, à l'ordre du jour, puisque nous voyions tous, à partir des années 70-80, que le monde va être à transformer et non pas à raser et refonder. Raser et refonder, c'était le programme encore des années 30, même 50. Mais à partir de ce moment-là, on voit qu'il n'y aura pas ce travail-là et qu'au contraire, il faudra faire toujours avec ce qui est là. Et je trouve que quand j'ai compris ça, moi j'ai été heureux. Parce que je me souviens que ce programme de Raser Paris, on se disait, ouais, c'est bien, c'est moderne, j'avais donc 19 ans. Et en voyant les films d'Antonioni et Godard, qui nous montraient des situations modernes à Milan et Paris, eh bien, ils n'avaient pas peur de montrer la ville, le centre classique, et puis les périphéries. Ça les fascinait, ils montraient les deux. Et ils montraient le monde contemporain, qui est fait de ces deux valeurs. Et à ce moment-là, il nous apparaît que la ville, c'est quelque chose qui se passe dans le temps. Le passé compte autant que le futur, ou plus d'ailleurs, puisque nous vivons dans des choses qui ont 10 ans ou 200 ans d'âge, que nous transformons, et que tout ce que nous faisons rentre dans une histoire, et que tout rapport avec la ville, c'est un rapport avec de la mémoire, des mémoires intimes ou partagées. Dès qu'on parle d'architecture, les gens disent « Ah oui, ça fait très années 30, ah oui, c'est un peu 1890 ». Les gens ont un rapport avec l'architecture et la ville qui est comme un calendrier, c'est daté dans le temps. La ville est pour nous un calendrier que nous partageons, c'est une histoire. Et donc cette histoire de fuck contexte, d'ignorer le passé, de le raser, de reconstruire à zéro, était... alors on serait tendance à dire aujourd'hui infantile, débile, parce que ça nous paraît très violent. Il faut se représenter qu'à l'époque, c'était un immense espoir, qui est parallèle à l'espoir communiste, si vous voulez, qu'on pouvait fonder un monde nouveau. Je me souviens des phrases de Piano, quand il a eu le Pritzker, il dit « Je sortais de l'adolescence, la guerre était finie, je suis entré dans une période enthousiasmante où chaque jour m'apparaissait nous éloigner de la barbarie. » Il avait connu la barbarie parce que moi j'étais pas né, mais lui il avait entendu parler du drame de toute cette guerre, donc s'éloigner de la barbarie. C'est une génération, donc il est un peu plus âgé que moi, il n'était pas spécialement communiste, mais je veux dire, à travers l'architecture, la construction, son père était entrepreneur, tout ce monde nouveau qu'il créait, c'était un monde de civilisation neuve qui apparaissait, une construction qui nous éloignait de la barbarie, et donc raser un quartier pour en refaire un neuf, ça faisait partie du programme civilisateur. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était une immense erreur. Alors ça ne veut pas dire que ce que disait Rem en disant fuck contexte, c'est qu'il ne faut pas être béat et dire je vais construire des maisons un peu pareilles pour qu'elles soient harmonieuses. Évidemment, ce n'est pas ça. Donc, à partir du moment où on a compris que c'est pas ça, eh ben, commence un travail à faire qui est compliqué parce qu'il n'y a pas de règles, parce que c'est quand même subjectif, parce qu'il y a forcément des projets qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. C'est un travail qui est, je dirais entre guillemets, artistique, si vous voulez, de savoir comment s'insérer et faire un morceau de ville, mais un art qui n'est pas un art absolu comme celui des artistes contemporains. C'est un art relatif, c'est un art de relation, c'est un art public, on est obligé de rendre compte, d'expliquer ce qu'on fait. Mais c'est toujours un contexte.